Bonjour à tous. Alors d'abord, je voudrais vraiment remercier l'IFCE parce qu'ils ont fait un super pari d'organiser tout ça en présentiel. Donc d'habitude on les remercie à la fin, mais comme tout le monde est barré, ça marche moins bien. Donc vraiment, si on peut les applaudir à nouveau parce qu'ils ont fait un boulot formidable. Donc merci beaucoup. Donc promis, on va pas parler. Alors Franck, il a plus de voix, donc il va pas parler, et on va parler le moins possible. Donc on est vraiment très heureux de vous présenter ce regard croisé. Donc on a réuni 4 personnes pour vous montrer la collaboration entre les vétos et les maréchaux. Et vraiment l'esprit, c'est qui vous présente la manière dont ils abordent les chevaux, comment ils réfléchissent, et puis surtout comment on fait pour travailler ensemble, parce que c'est quand même l'avenir, quoi. Alors on est très content d'accueillir Lélia Bertoni, qui est maître de conférence à Maison Alfort et au CIRAL, qui est DESV, donc qui va être la coach des 3 zigotos de droite, là. Donc merci à toi Lélia d'être là, c'est vraiment sympa. Après on a Julien Hauser, qui est maréchal ferrant suisse. Alors on est content de l'avoir pour différentes raisons. C'est que lors des dernières éditions, vous souhaitiez voir des représentants suisses comme conférenciers, et donc Julien était cité, donc ça c'est chouette. Et puis pour la petite histoire, Julien il voulait faire l'école du pain il y a 25 ans, et puis comme il était trop jeune et trop petit, il n'avait pas assez mangé, ils n'en ont pas voulu. Alors comme ça a gâté dessus, il est revenu quand même. Donc Julien il est maréchal ferrant, il a fait ses études en Suisse du coup, puisqu'on ne voulait pas de lui ici. Et il nous en veut pas, il est sympa. Et puis il fait beaucoup de formations avec Stéphane Verly dans la Verly Podiatric Academy. Donc merci vraiment à toi Julien d'être là. Après on a donc notre ami Hans Castellinch qui est docteur et maréchal ferrant, donc il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Il parle bien plein de langues, il a une culture internationale, conférencier international, donc merci à Hans vraiment d'être là. Et puis après, on a Michael Schramm, qui est professeur à l'école vétérinaire d'Alfort, qui est spécialiste... Oh, pardon. Je fais souvent des blagues, moi, mais... Donc, il est ni à Toulouse, ni à Nantes, ni à Alfort, en fait. Donc, il en reste une, à Lyon. Et il est donc spécialiste en chirurgie, spécialiste en médecine sportive et aussi en imagerie. Donc, ses centres d'intérêt, c'est la chirurgie et la pathologie locomotrice. Et donc, merci beaucoup à toi, Michael, de nous apporter tes compétences. Donc voilà, donc nous, on a fini de causer. Et donc, Franck Tabar, que vous connaissez ici, qui a plus de voix. Et voilà, donc tous les deux, on est très contents d'introduire. Et on va laisser Lélia lancer les débats. Merci à toi. Merci Sébastien. Je pense que je me joins à mes collègues pour remercier le comité d'organisation d'Equimeeting pour nous avoir invités aujourd'hui à partager ce cas avec vous. On va vous présenter en fait un cas clinique qu'on a examiné le 15 août ensemble à la clinique de Sébastien, là, à Olivet. Le cheval est sur place et en fait on va vous montrer toute la démarche qui va nous conduire à un plan de ferrure pour ce cheval. Donc demain vous aurez la suite avec les résultats en fait de la ferrure qu'on va mettre en place ensemble aujourd'hui et avec vous aussi. Donc il s'agit d'un hongre origine constatée de 12 ans qui a une activité de club en CSO à niveau 1 mètre qui nous est présenté pour une irrégularité antérieure chronique qui évolue depuis 1 an. Le cheval a été au repos pendant le mois de juillet et il est donc sorti de son pré le jour de l'examen le 15 août à la clinique d'Olivet. Donc à l'examen physique, moi je vais vous présenter d'abord mon regard, le regard du vétérinaire que mes collègues pourront compléter. Et après, donc, les maréchaux vous présenteront leur manière aussi de regarder les chevaux. Donc moi, quand j'ai un cheval qui est présenté en consultation, déjà pendant toute l'anamnèse, pendant la discussion avec le propriétaire, j'observe un petit peu le cheval dans son attitude pour voir s'il adopte des positions antalgiques. Donc voir si par exemple il pointe d'un antérieur, qui pourrait être un signe de soulagement, quelque chose comme ça. Donc ce cheval-là n'avait pas ces manifestations-là. Ensuite, pour l'examen physique des antérieurs, je commence en général par regarder les pieds pour voir s'il n'y a pas une asymétrie de pied. Et ce cheval, on y reviendra avec Julien, mais il y avait une petite différence dans la hauteur des pieds. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour le vétérinaire dans le cadre d'une consultation de boiterie, parce qu'en général, quand il y a une asymétrie de pied,
le pied qui est le plus atrophié, donc le plus haut, ça peut signifier qu'en fait, depuis quelque temps, le cheval il se sert moins de ce membre-là, que le pied s'est donc atrophié, et donc que potentiellement c'est le membre boiteux. Il peut aussi s'agir de l'autre membre qui est boiteux, parce qu'en général, quand il y a une différence de hauteur de pied, le cheval a tendance à surcharger l'autre membre parce qu'il tombe tout le temps sur l'autre membre, et donc ça peut créer des lésions de surcharge comme des tendinites. Donc c'est quand même un élément intéressant. Ensuite, je regarde les aplombs, et vous voyez que ce cheval-là, bon, il est plutôt serré du devant. Moi, je trouvais qu'il avait un aplomb plutôt panard de l'antérieur gauche. Donc panard, c'est une rotation externe de son antérieur gauche qui vient déjà du carpe. Et après, quand on regarde un petit peu de plus près, en fait, de face, comme ça, j'avais tendance à penser que cet antérieur gauche, en plus, particulièrement, vous voyez, il a le radius, donc l'avant-bras, qui n'est pas tout à fait dans l'axe du canon, qui est dévié un petit peu, c'est ce qu'on appelle les genoux en pied de banc en français. Et donc ça, c'est aussi intéressant parce que ça a tendance à surcharger la partie interne du membre. Sur la vue de profil, on pouvait remarquer aussi qu'il y avait peut-être un petit épaississement de la face dorsale du carpe gauche. Et donc après, on a procédé, après cette inspection, au temps de palpation, pression et test de mobilisation. Donc c'est Sébastien Corr qui a fait les palpations. Donc vous voyez, il palpe l'ensemble de la région tendineuse métacarpienne, du pâturon, à la recherche de déformations, de chaleur. Il palpe aussi la région du pied pour voir s'il n'y a pas des déformations et des chaleurs. Donc antérieur gauche puis antérieur droit. La couronne aussi, voir s'il n'y a pas une distension de l'articulation interphalangienne distale. Et après, test de mobilisation. Donc là, il palpe le carpe, les espaces articulaires, à la recherche d'une distension aussi qui pourrait témoigner de la présence d'une synovite. Et puis les tendons. Donc chaque tendon est palpé séparément, fléchisseur superficiel avec une petite pression de l'ordre d'1 kg. Et ensuite le ligament suspenseur du boulet, vous voyez, où c'est un test de pression un peu plus profond, plus intense, où on plaque en fait le suspenseur contre l'os pour voir si le cheval est réactif à la pression. Ici, sur l'antérieur droit, le docteur Corr avait détecté une petite réaction à la pression sur l'insertion proximale du suspenseur. Il continue avec la palpation du pâturon, avec les cartilages angulaires aussi pour vérifier leur élasticité. Ici, c'est un test de flexion du boulet. On fléchit en fait tout le doigt, pas trop le carpe, donc c'est pied-boulet, mais la pression maximale, elle est induite sur le boulet. Donc les chevaux qui réagissent, et vous voyez que c'est le cas pour ce cheval-là, il a sautillé du côté opposé, vous voyez, il se défend un petit peu, il n'aime pas trop ça. Il est assez réactif à la flexion du boulet ici. Ensuite, Sébastien va se concentrer sur l'examen du pied au soutien. Il inspecte donc les talons, la sole, le fer ici aussi. Après, voilà, la présence de barres, voir si la sole est dépressible, l'élasticité des talons. Il en profite pour regarder l'usure du fer aussi à ce moment-là. Et puis, il va réaliser les tests à la pince. Donc, on fait une série de points de pression assez courts pour tester la sensibilité superficielle des tissus mous. On teste la sensibilité, on dit épicritique, nous, qui est vraiment la sensibilité des tissus mous, donc tout le long de la sole. Et ensuite, il poursuit par des tests de pression plus lents et profonds. Pour ce test-là, en paroi fourchette, c'est pour augmenter la pression au niveau de l'appareil podotrochléaire, et les chevaux qui ont un syndrome podotrochléaire, donc une maladie naviculaire, peuvent être sensibles à ces tests de pression profonde, plus longue durée. Ensuite, il teste la sensibilité en talon-talon, la pression. Là, le cheval n'était pas vraiment réactif. L'ensemble de ces tests n'a pas révélé de sensibilité particulière. Voilà, après la même chose sur l'autre membre, où là, il a mis en évidence qu'il y avait quand même une distension de l'articulation du carpe, qui est l'articulation médiocarpienne, donc entre l'os carpal 3 et l'os métacarpal 3, surtout médialement. Et puis, on va peut-être passer un petit peu rapidement sur l'examen de le reste de ce membre, mais le cheval était aussi un petit peu sensible à la flexion du boulet de ce côté-là. En complément à l'examen physique dans les tests de mobilisation, moi j'avais aussi réalisé les tests de flexion du carpe où il y avait quand même une différence, vous voyez, sur le membre antérieur droit qui est sur le côté gauche de l'image. Un cheval normal, il a les talons qui touchent l'olécrâne, la pointe du coude, quand on le fléchit, alors que sur l'antérieur gauche, quand on fléchissait le carpe, mécaniquement, le cheval, il n'allait pas au contact de son olécrâne avec ses talons.
Ensuite, je vais passer la parole à Hans qui va nous détailler les tests de la planche qu'il a réalisés avec son système. Ah, ok. Alors, ça c'est le test de la tolérance à l'extension dorsale. C'est le vieux test de la planche qu'on a toujours fait en certaines cultures. Intéressant, il y a des autres cultures où ils ne sont jamais vus arriver à ça. L'examen de poitérie est très différent de pays à pays. Tu es d'accord, Michael? La seule chose, et ça c'est pas une nouveauté non plus, parce que Francis de Brosse aussi déjà avait une, que tu pouvais mesurer. Vous voyez que le cheval il est très intolérant à ce test dorsal. Le pavement n'était pas idéal. Oh là là, le beau derrière du docteur. Celui-là, il fait aussi le latéral, la élévation latérale et médiale. Ça a été étudié sur 250 chevaux sains. 18, c'est le normal. 18 et demi latéral, médial. Et là, c'est intéressant d'avoir un truc comme ça qui fait comme une poêle de pizza. C'est-à-dire que la tige est étroite. On peut quand même... là, c'est le palmaire. Ça devrait résister au moins à 25 degrés. On n'avait pas encore trouvé le biscuit et le avoine pour lui calmer un peu. Alors, le cheval, après, ça allait mieux. Et le médial. Alors, médial, c'est en général 1 degré de plus parce qu'on le fait en station monopodale ou tripodale, si on veut. Mais... Et on attend que juste le bord opposé à la élévation se lève d'1 millimètre ou commence à se lever de la table, de la planche. Voilà. Ou que le cheval est dolor o functiolesa, non? La fonction on mesure ou la douleur. S'il saute, c'est aussi un... Vous voyez que l'extension dorsale du droit est beaucoup plus haute. C'était en fait, j'ai les mesures ici, 24 sur le gauche et 30 sur le droite. Et 24 pour un cheval avec cette conformation est très bas. Le gauche, il avait un manque de tolérance à l'élévation dorsale très marqué. Sinon, les autres 3 directions, ça allait. Ça, c'était un des suspects original il me semble, dans l'examen clinique de juillet, de mois passé. C'était en fait le droit. Mais le droit, il a un déficit surtout à 7 mouvements. Il va que à 15 degrés au lieu de 18 et demi qu'on peut s'attendre. C'est quand même 20% moins de normal. Ou presque 20%. Palmaire, c'est un peu différent. On n'avait pas inclus dans l'étude originale. C'est-à-dire dans l'élévation palmaire, c'est empirique, ce n'est pas basé sur des études, mais ça fait déjà une quinzaine d'années que je fais. Parce qu'on avait pensé qu'on devait développer un différent appareil, mais je trouve qu'ils doivent aller au moins à 25 degrés. Alors je prédispose à 25 mon niveau d'eau, et s'il tolère ça tranquillement, c'est OK. Alors pour moi, le dernier coup clinique, c'est ça. Parce que comme vous allez voir, ce cheval a plein de choses, mais tous à un certain âge, on a plein de choses. Alors il faut savoir quelle est la chose qui est cause de ma limitation de la fonction ou de cause de la douleur en ce moment-là. Vous voyez, là, c'est tout à fait, même plus que normal, 21. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'avec le parage sur l'antérieure droite, on a un déficit dans l'élévation latérale et une plus-valeur dans la médiale, qu'on peut le rééquilibrer avec le simple parage dans ce cas-là. Ce n'est pas la même chose d'avoir le normal 18 ou 19 à l'interne et 15 à l'externe qu'avoir 21 à l'interne et 15 à l'externe. OK, moi j'ai fini. Je vais continuer avec l'examen physique des postérieurs avant de repasser la parole à Julien pour l'œil du maréchal. Et donc, en ce qui me concerne, quand je fais l'examen physique des postérieurs, pour le coup, pour les antérieurs, je commence par regarder les pieds, alors que pour les postérieurs, je regarde plutôt la croupe, voir si le cheval n'a pas une amyotrophie fessière.
Donc si les muscles de la fesse qui sont plus plats d'un côté que de l'autre, ça veut dire que chroniquement le cheval il se sert moins de ce postérieur-là probablement, et que c'est donc peut-être le siège de la boiterie. Et donc ça c'est intéressant dans le cadre d'une consultation de boiterie. Pour moi ce cheval-là, il n'avait donc pas d'amyotrophie fessière spécialement. Par contre ensuite quand on regarde ses aplombs donc sur la vue de derrière, vous voyez que le cheval, il a un varus des jarrets, hein, avec les pieds qui sont assez serrés du derrière. Sur la vue de profil, il n'y avait pas d'anomalie particulière que j'ai pu noter. Voilà les tests de palpation-pression sur les postérieurs. Donc, même principe, là, Sébastien, il essaie de fléchir séparément le boulet du jarret grasset. Donc là, c'est un test de flexion plutôt du boulet. Vous savez que sur les postérieurs, avec l'appareil réciproque, le cheval fléchit assez systématiquement un boulet, jarret, grasset. Donc c'est plus compliqué que sur les antérieurs de fléchir séparément les différents étages. Voilà, donc le cheval, là, il avait a priori moins de sensibilité que devant. Hein. La flexion du boulet postérieur ici n'était pas sensible, il ne réagit pas. Ensuite, il poursuit cette fois-ci par le test de flexion jarret-grasset. Et donc, normalement, il y a une distance qu'il essaie de mesurer entre son pouce et son petit doigt. Vous allez voir, et normalement, la distance doit être inférieure à ça. Et là, on voit que le cheval, il a quand même du mal à fléchir son jarret postérieur droit. D'ailleurs, il se défend un petit peu. Et il y a une réduction de la flexion passive. Voilà, donc ensuite, il poursuit ici en se mettant en position pour palper les tendons. Sur l'autre postérieur, on observe les mêmes anomalies, hein, donc flexion du boulet, flexion du jarret, donc là, bon, le boulet, c'était pas sensible. Là, il fait le test de pression sur le suspenseur postérieur aussi, qui se fait côté médial, donc côté interne du membre, sur les postérieurs, à cause de la tête de l'os métatarsal 4 qui est saillante en latéral, donc on a un meilleur accès côté médial. Médial, c'est interne, hein, et latéral, c'est externe. Il apprécie aussi dans cette position-là donc la ferrure, l'usure des pieds, la qualité de la corne. Voilà, le test de flexion, elle est mieux tolérée, celle-là, sur le postérieur gauche, et elle est un petit peu plus ample, la flexion. Voilà, et après, il fait des tests aussi d'extension du grasset et de la hanche qui n'étaient pas sensibles sur ce cheval-là. Donc, je vais passer la parole à Julien qui va vous détailler sa vision. Merci. Alors, comme Lélia l'a dit au préalable, pour ce qui est de la gestion des aplombs, donc un valgus antérieur gauche. Du côté pied, directement, on se rend compte que le cheval a deux pieds relativement différents. Déjà sur cette vue-là, avec un pied plus large et plus plat à gauche par rapport à l'antérieur droit. Ce qu'on peut aussi noter, c'est cette paroi externe, paroi latérale de l'antérieur gauche qui est pas mal évasée, et paroi médiale plutôt verticalisée. Ça donne déjà un tout petit peu une base de réflexion pour la suite de l'examen. On se dit déjà un tout petit peu comment on va marcher ce cheval avec une jambe comme ça. Je ne peux pas m'empêcher de déjà un peu anticiper et de me dire ça m'intéresse de le voir marcher. Donc ça c'est sur la vue frontale. Et puis pour ce qui est de la vue de côté, on se rend compte que le cheval est relativement dans une bonne position sur les antérieurs, bien en ligne. Par contre, ce qui me tire assez vite l'œil, c'est plutôt les postérieurs. J'ai par habitude de bien regarder mon bord coronaire pour essayer de me faire une ligne un peu imaginaire, de vraiment prolonger cette ligne du bord coronaire. Et puis, elle me donne un peu une indication de la position, on va le voir un peu tout au long du week-end, mais de la position de ma phalange. Et là, tout de suite, si j'ai un regard un peu depuis le côté, à quelques mètres du cheval, je me rends compte que le cheval est vraiment très plat et très bas dans ses postérieurs, en plus d'avoir un jarret relativement droit, quoi. Voilà, c'est aussi une vue que j'aime bien prendre en compte. Ça nous donne un tout petit peu
une idée de la totalité du membre. Donc là, je ne sais pas si on a d'autres photos, mais sur l'antérieur droit, on se rend compte qu'il est aussi un tout petit peu en rotation externe, et puis qu'après, depuis le boulet, on a un varus, un léger varus. Ah, il n'y en avait pas pour l'antérieur gauche. Et puis après, pour ce qui est de la vue frontale, vraiment que de la boîte cornée, j'aime bien regarder les pieds de cette manière-là, de vraiment avoir les photos dans le sens où on regarde le cheval. C'est quand même plus facile que de voir encore mentalement inverser une image, enfin bref, vraiment comme on voit le cheval. Ça sera le même chemin aussi pour regarder les radios. C'est vraiment important d'avoir toujours ces vues-là. C'est important d'échanger avec les vétérinaires pour que nous, maréchaux, quand on est vers le cheval, pouf, on a vraiment toujours cette vue, la vue réelle, quoi. Et là, ben voilà, on se rend compte, alors sur la photo, c'est un peu moins flagrant sur l'antérieur gauche qu'avant. La paroi externe est un peu moins évasée. La vue est mieux. Le pied est plus en équilibre. Et par contre, sur l'antérieur droit, on voit que cette paroi médiale est un peu évasée. C'est vraiment en fonction de l'image, les informations peuvent un peu changer. Donc tout ça, c'est à prendre en compte aussi après avec la clinique et le déplacement du cheval. Pour ce qui est de la vue depuis derrière, alors ça, c'est toujours intéressant d'observer un tout petit peu. Je sais que sur les photos, c'est pas toujours simple, mais j'aime bien regarder un tout petit peu la position de mes glomes, comment sont mes glomes par rapport au sol, et puis aussi un tout petit peu la tournure de mon fer. Déjà, j'essaye d'observer un peu la forme de ma couronne, la forme de mon fer, et d'essayer de bien comprendre un peu la relation entre ces deux choses, quoi. Donc là, dans ce cas-là, on voit que les glomes sont relativement bien par rapport au sol. Sur l'antérieur gauche, on a un pied clairement plus plat, plus près du sol. Donc voilà, ça va un petit peu avec les autres observations. On a clairement un pied droit un peu plus haut et un pied gauche un peu plus plat. Et là aussi, par rapport aux lésions qu'on va trouver, on peut essayer de trouver une concordance, quoi. Et puis si on regarde donc depuis le côté d'un peu plus près, alors là, tout de suite sur l'antérieur droite, on voit cette paroi dorsale un peu concave. On voit qu'il y a vraiment un peu un changement d'alignement. Ce que j'aime bien aussi juger, entre guillemets juger, c'est comment est mon fer, comment se trouve mon fer par rapport à la conformation de ma boîte cornée. Là aussi, j'essaye déjà d'anticiper un peu comment c'est à l'intérieur, on va le voir un peu plus tard, mais c'est à ce moment-là que j'essaye de me faire un peu une idée où est mon fer, où mon pied commence de rouler, voilà, tous ces points-là. Et au niveau boîte cornée, on se rend compte que l'antérieur gauche sur cette vue-là est beaucoup plus en ligne, un peu plus bas avec un angle de talon un peu plus fuyant. Voilà, c'est une différence assez notoire. Et puis, donc depuis l'autre côté, bon, c'est un peu les mêmes remarques, hein, on retrouve les mêmes points, ouais, c'est vraiment un peu similaire. Et puis au niveau de la face solaire, alors là, un point important, c'est aussi, comme l'a dit tout à l'heure Hans, l'usure du fer, un peu la direction que le cheval a tendance à user ses fers. Alors là, on ne voit pas grand-chose, le cheval était relativement fraîchement ferré. Tout de suite, ce qui m'interpelle un petit peu, et c'est un peu un point de référence, j'essaye de trouver le point le plus large de mon sabot, en tout cas de l'imaginer, sans forcément tout de suite mesurer, mais juste lever le pied et se dire, ok, où est mon point le plus large du pied et où est le point le plus large du fer. Et là, on se rend compte que ça ne joue pas tout à fait, on est vraiment assez en avant avec le fer. Après, j'essaye aussi un tout petit peu de juger la distance que j'ai de la pointe de la fourchette jusqu'à l'avant de la pince. Là, on voit qu'il y a vraiment une assez grande différence entre l'antérieur gauche avec une distance assez courte et sur l'antérieur droite une distance assez longue. Donc ça, déjà, ça pourrait un tout petit peu corréler avec cette paroi concave. Et puis voilà, c'est tout un amalgame d'informations. Ensuite, on essaye d'apprécier un tout petit peu où sont les talons, comment mon fer est posé par rapport à ça. Là, on se rend compte sur l'antérieur gauche, on a un petit peu un problème de symétrie. On a un fer qui est un peu pendu, comme on dit.
un peu court sur le talon médial. Enfin voilà, c'est tout un petit peu des éléments qui nous interpellent. Donc voilà, c'est tout des informations que je prends en compte. Encore une fois, ce n'est pas pour critiquer le travail, c'est pour essayer de se faire une idée de quelle est la situation actuelle et comment je vais pouvoir essayer d'améliorer ou de changer les choses par rapport à ce qu'on va trouver après, quoi. Donc voilà, pour ce qui est de l'arrière-main, c'est les mêmes remarques que l'Elia. On a un cheval avec un jarret assez droit. Là, le bord coronaire que je vous parlais, on ne peut plus vraiment le juger parce qu'on a vraiment besoin d'avoir une projection jusqu'au carpe. Cette ligne imaginaire, elle demande un peu d'entraînement, mais elle est très efficace pour essayer de comprendre la position des postérieurs. Je me rends compte que les postérieurs, c'est pas les deux membres oubliés, mais on est moins focalisé sur les antérieurs que sur les antérieurs. Et malheureusement, moi, j'ai plus tendance à devoir corriger des chevaux sur l'arrière-main que sur l'avant-main. Et quand on sait que la propulsion, c'est quand même les postérieurs, c'est important d'avoir un pied en équilibre aussi au postérieur. Et pour ce qui est de la position des jarrets, on se rend compte que le jarret est clairement un peu en... comment ça s'appelle ça ? En varus. Et puis du coup, le cheval et les deux postérieurs sont assez près l'un de l'autre. Là aussi, tout de suite, je me dis, ce cheval, ça ne m'étonnerait pas qu'il visse un peu en marchant. Enfin, tout de suite, j'ai envie de le voir marcher. Et avec la pratique, avec l'expérience, l'angle plantaire a une grande influence sur ces conformations de postérieurs. Du moment que l'angle plantaire est trop bas ou négatif, comme c'est souvent, on a très très vite un cheval qui dévisse et qui perd un peu sa stabilité. C'est quelque chose qui se résout assez vite que par le parage, quoi. Et puis pour ce qui est des postérieurs, avec la vue frontale, on se rend compte qu'il y a... Alors la vue n'est pas tout à fait la même, mais on a aussi un pied postérieur gauche un peu plus développé, mais rien de très significatif. On se rend compte que la couronne est un peu plus haute médiale, mais encore une fois, l'image est assez trompeuse. Je ne vais pas me risquer à la commenter trop. Le postérieur droit paraît tout à fait normal et le postérieur gauche un peu bas en externe avec une paroi un peu évasée, mais encore une fois, c'est vraiment à mettre en relation avec le cheval vivant, quoi. Et puis les postérieurs depuis derrière, donc un peu les mêmes remarques. J'essaye de savoir un tout petit peu comment je suis dans l'arrière de mon pied, comment finissent mes branches, c'est vraiment comment je suis par rapport au sol. Cette vue-là, elle est un peu trop basse pour moi. J'aime bien prendre tout le membre en considération pour vraiment essayer d'aligner un peu toutes mes phalanges, de prendre tout en compte. Cette vue-là n'est pas quelque chose qui m'apporte beaucoup. J'essaye de prendre le membre dans sa totalité. Et puis pour ce qui est de la vue latérale, alors là on se rend clairement compte qu'il a une pince relativement longue, avec un fer relativement en avant, des talons assez fuyants, un fer un peu court, comme ça nous donne le sentiment. Voilà. Les mêmes remarques pour l'autre vue. Et puis pour la face solaire, alors là aussi, le postérieur, il a beaucoup de similitudes avec l'antérieur, donc j'essaye tout de suite de me dire où est ma troisième phalange dans ma boîte cornée. On va le voir un peu tout le long, comment j'arrive à trouver ces points-là sans forcément de l'imagerie, mais c'est les points, comment je suis avec mon fer par rapport à cette partie la plus large du pied. On se rend compte que le pied est plutôt sain à gauche, avec une fourchette un tout petit peu pourrie postérieur droit. Aussi un problème un peu de placement de fer sur le postérieur droit. On a un talon un peu latéral, un tout petit peu pratiquement pas couvert, et une distance aussi relativement longue entre la pointe de la fourchette et l'avant de la pince. On va passer la parole à Michael qui va nous présenter donc l'examen dynamique. Oui, c'est bon. Pour avancer, d'accord, merci.
Donc d'abord, on va voir le cheval au pas. Alors là, on regarde le placement des pieds. Je regarde surtout s'il n'y a pas de changement exagéré du normal. Le normal étant que le cheval pose plutôt d'abord en talon et puis après en pince, mais dans certaines circonstances, ça peut être exagéré ou l'inverse, selon la douleur dans le pied que le cheval pourrait avoir. Et puis, on fait marcher le cheval en 8 au pas, surtout pour voir si un cercle serré fait ressortir une boiterie, mais en fait, s'il y a une boiterie qui ressort sur le 8 serré, ça sera déjà une boiterie assez sévère dont on ne va pas avoir des problèmes de l'identifier sur le trot en ligne droite. L'autre chose, évidemment, un cheval sur un 8 serré, on pourra faire déjà une distinction entre un cheval qui se présente avec une plainte de manque de coordination, voire même wobbler dans les postérieurs, parce qu'on va voir si le placement des postérieurs surtout suit bien le placement des antérieurs ou s'il y a des mouvements exagérés, involontaires qui pourraient être associés à des problèmes neurologiques. Donc, après, on va regarder le... Oui, on va regarder au trot, donc vous allez regarder l'examen dynamique au trot, et après on va essayer de faire un petit sondage. On avait envie de vous faire participer avec votre smartphone. Donc vous allez vous connecter, après je vais changer le diaporama pour nous dire quels membres vous voyez boiteux. Donc on s'est concentré un petit peu sur les antérieurs, sur la question, mais vous pouvez aussi regarder pour les postérieurs. Donc on vous fait défiler la vidéo une fois, et puis après je lancerai le petit sondage. Donc là, donc on regarde le cheval au trot en ligne droite. Hein. C'est un peu dommage qu'on n'a pas de zoom qui grandit le cheval en distance, mais bon, on a ce qu'on a. Donc on va le regarder plusieurs fois. Est-ce que je peux aller en arrière avec ça? Oui, je peux aller en arrière, donc on refait ça. Donc on regarde surtout le basculement de la tête pour les boiteries antérieures et la montée et descente du bassin pour les boiteries postérieures. Pourquoi? Parce que je sais bien qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut regarder, par exemple le placement des pieds, la descente du boulet, même le son du placement des pieds, la trajectoire de la foulée du pied pendant la foulée, la hauteur de la trajectoire des pieds, etc., etc., etc. Et je ne dis pas que toutes ces choses-là ne sont pas importantes ou intéressantes à regarder, mais les recherches, et surtout les recherches du professeur Keegan, ont bien montré sans aucun doute que le paramètre le plus sensible à reconnaître une boiterie dans un cheval, c'est l'asymétrie dans le basculement de la tête entre les deux diagonales, hein, quand ils sont posés, et l'asymétrie en la hauteur et la position en bas du bassin, la montée et la descente du bassin, de nouveau entre les deux diagonales qui sont posées. C'est pour ça que le trot est évidemment l'allure le plus apte à reconnaître des boiteries, parce que c'est une allure de 2 temps et on fait toujours la mesure d'asymétrie entre les deux diagonales. Donc vous avez vu trotter le cheval plusieurs fois. Donc maintenant, je pense qu'il va y avoir un vote sur quels membres ou quels membres en plural sont le membre ou les membres boiteux. Donc pour participer au sondage, je vous propose de taper là dans votre navigateur ce qui s'affiche en bleu, là, www.wooclap.com/Valdez en majuscule. Bon, c'est un essai, on n'a jamais trop utilisé ça à si nombreux. Ça, c'est les découvertes du confinement avec l'enseignement à distance. L'école vétérinaire d'Alfort, on a eu la chance qu'ils nous
il nous modernise un petit peu les outils, et donc c'est un abonnement pour cet outil, pour faire des sondages, pour faire participer l'assistance. Donc Franck, il a un peu du mal à se connecter, alors je ne sais pas si vous c'est pareil ou si ça marche. On est à 50 là. Je pense qu'il y a plus bon. de 50. Bon, c'est pas si mal. Donc, vous pouvez participer et après, donc, je vais afficher la vraie question à laquelle vous allez pouvoir participer. Et donc, voilà, là, c'est là où on peut cacher les résultats. Et quand on aura assez de participants, on verra. Ouais, ça dynamise un peu le... Bon, on est à 52, 53, on va peut-être voir alors ce que vous en pensez. Il y a quand même une majorité qui pense que c'est l'antérieur droit, donc qui est boiteux, et c'est ce que nous, on a trouvé aussi. Donc je vais revenir à l'autre présentation. Ce sondage est assez intéressant parce qu'il y a un tiers des gens qui croient que le cheval est boiteux sur l'antérieur gauche, et il y a des études qui ont fait les comparaisons entre les vétos expériencés dans l'examen de boiterie qui trouvent à peu près la même chose, que le rapport ou l'accord entre les spécialistes, les expériencés, n'est pas nécessairement 100%. Et évidemment, le moins visible la boiterie, donc le plus subtil ou léger, discrète la boiterie, le moins le rapport ou l'accord entre les deux groupes. Et parfois, on arrive à 50% de chaque côté, ce qui veut dire que c'est la même chose que de... Comment est-ce qu'on dit ça? Oui, Flipper un coin. C'était une monnaie. Oui. Bon, donc vous n'êtes pas seul dans ça. Je veux quand même ajouter que c'est plus difficile d'évaluer une boiterie sur une vidéo qu'en temps réel. Hein. Ça, c'est certain. On a plus de mal à voir les mouvements sur une vidéo qu'en temps réel. Donc, antérieur droit et essentiellement aussi, et je ne sais pas ici en sondage sur les postérieurs, Lélia, je ne sais pas. Non, je Okay, n'avais pas fait sur les posters. Donc, si vous regardez aussi le bassin pendant le mouvement du cheval, non, le postérieur n'est pas en slow-mo, malheureusement, mais quand on voit le cheval partir, on voit une descente du bassin sur le membre postérieur gauche, une remonte du bassin sur le postérieur droit. Donc, il soulage le postérieur droit. Il y a une légère boiterie du postérieur droit. Donc, le cheval est boiteux, moyennement boiteux sur l'antérieur droit et légèrement boiteux sur le postérieur droit. Après, il y a toute la discussion avec les grades de boiterie, sur 5, sur 10, selon AEP, non selon AEP. On ne va peut-être pas entrer dans cette discussion maintenant, mais il faut faire attention parce que tout ce qu'on utilise, nous, veto et maréchal, ce n'est jamais selon l'échelle de l'AEP, donc l'Association des praticiens équins américains, parce que la gradation selon AEP intègre tout les allures et tous les tests qu'on fait dans un chiffre. Et c'est jamais ce qu'on fait. On met un chiffre sur chaque allure du cheval, sur chaque test de flexion, extension, etc. qu'on fait. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appelle une échelle visuelle analogue. Et donc, il n'y a rien contre ça, mais c'est subjectif et c'est bien répétitif dans le même examinateur, évaluateur, mais ce n'est pas bien répétitif. Donc, répétitif entre différents examinateurs, parce que c'est clair, nos yeux n'ont pas toujours la même sensibilité à reconnaître une boiterie. Donc, la gradation va sans doute différer entre collègues. Et donc, il faut bien se rendre compte que c'est une façon subjective de mesurer une boiterie. Il y a seulement une façon objectif de le faire, c'est avec des accéléromètres, et on va parler de ça demain. Donc, voilà les tests de flexion. D'abord, l'antérieur gauche.
Et on voit quand même une réaction positive. Le cheval commence à boiter à gauche. Puis l'antérieur droit. Et là, il boite plus à droite. Et on dirait que le test de flexion est plus positif à droite qu'à gauche. Et de nouveau, vous pouvez mettre un chiffre sur ça. Vous pouvez dire que le cheval est 3 sur 5 ou 4 sur 5 à droite et 2 ou 3 sur 5 à gauche. Mais comme je dis, c'est une façon subjective de le faire et c'est seulement utile pour vous pour comparer avec la prochaine fois que vous allez examiner ce cheval. Ceci dit, une autre chose que je devais dire, c'est que les boiteries dans des chevaux comme ça, un cheval d'école de 12 ans, avec plusieurs problèmes, comme vous allez le voir, n'est pas nécessairement pareil tous les jours qu'on l'examine. La boiterie peut varier en grade, mais elle peut varier entre les membres aussi. Et donc, on a re-regardé le cheval hier, et la présentation était différente de celle qu'on a regardée en août. Je disais juste pour vous avertir des variations qui peuvent se produire. Donc, le test flexion postérieure gauche. Et là, c'est plutôt correct. Postérieur droit. Et là, c'est un peu positif aussi, quand même. Pas très fortement, mais quand même un peu. Ah, d'accord. Il y a encore un sondage à faire. Ah non, on passe sur un autre PowerPoint. Oui, parce que sinon, ça devenait trop lourd avec les vidéos et tout ça. Donc, on continue notre évaluation de la locomotion du cheval. Hein. Donc, toujours la même routine, au pas en ligne droite, au pas en 8, au trot en ligne droite, les tests de flexion des 4 membres, et puis, donc, sur le cercle. Et je pensais qu'il y avait soldure. Là, on est là. Oui, je l'ai. Donc, on fait soldure, et puis on fait sol souple. Donc, d'abord, à gauche, à main gauche. Et de nouveau, en vidéo, c'est toujours un peu plus difficile, mais pour moi, le cheval montre une légère boiterie antérieure gauche sur ce cercle. Ce qu'on a vu aussi hier. Plus marqué hier. Oui. Là, c'est moins facile d'identifier un membre, je pense. Mais plutôt antérieur droit, quand même quelques foulées de temps en temps. Et chaque fois, donc, sur le cercle correspondant. Donc ça, on connaît, souvent les chevaux marquent un peu le membre à l'intérieur du cercle sur le sol dur. Puis sur sol souple, donc, de nouveau, pas trop facile de voir sortir quelque chose. En plus, il n'avance pas très bien. Mais il marque de temps en temps, avec une descente de la tête sur l'antérieur gauche. Donc, de temps en temps, il met un pas, un foulé boiteux sur l'antérieur droit, antérieur droit. Mais ce n'est pas très marqué quand même. Donc là plutôt l'antérieur droit. On regarde le cercle opposé. Et de nouveau un tout petit peu l'antérieur droit. Donc en gros, l'utilisation des cercles nous a fait apprendre qu'il y a aussi une boiterie antérieure gauche qui ressort sur le cercle gauche, sur le dur. Autrement, ça nous a pas apporté beaucoup. Et puis le galop, on regarde surtout si le cheval démarre sur le bon diagonal, donc qu'il part avec le bon postérieur et
qui suit avec l'antérieur correct, qui n'est pas en, comment est-ce qu'on dit ça en français? Contre-galop? Désuni. Désuni. Non, oui, désuni ou contre-galop. Ouais. Et là, il est correct plutôt. Mais ça, c'est quelque chose qu'on apprécie plutôt dans des chevaux avec des problèmes postérieurs, proximales, des chevaux qui présentent pour des problèmes de performance, une baisse de performance, plutôt de boiterie franche. Donc, après tout ça, donc on a fait notre examen physique, clinique et la routine de passer par toutes les étapes de l'examen de la locomotion. À ce moment-là, c'est très important de localiser le site de la cause de la boiterie avec des anesthésies sémiologiques. Et donc, on commence généralement avec une anesthésie digitale qu'on pose au plus distal possible, donc à l'intérieur du cartilage ongulaire du pied, latéral et médial. Et généralement, il faut se rappeler que cette anesthésie désensibilise le pied entier. Ce n'est pas juste une anesthésie pour les talons ou pour la moitié palmaire ou caudale du pied, mais pour le pied entier, sauf la sensation cutanée de la bande coronaire dorsale et des lamelles dorsales du sabot. Tout le reste est sensibilisé. En plus, on sait maintenant que et on n'est pas trop sûr quel pourcentage, mais 1 sur 5 chevaux, cette anesthésie peut remonter jusqu'au boulet et désensibiliser le pâturon entier. Et même dans quelques chevaux, on a trouvé par exemple à l'IRM un cheval avec une fracture du condyle latéral, une fracture partielle, une fissure qui était positive à l'anesthésie digitale distale. Donc il faut faire attention, il y a une tendance à diffusion proximale de la mépivacaïne après l'injection qui peut désensibiliser des régions dont on ne se rend pas compte, basé sur les livres et la théorie, qu'ils peuvent être désensibilisés suite à les injections. Voilà. Donc voilà, maintenant on regarde le cheval après son anesthésie digitale distale sur antérieur droit. Est-ce qu'on fait sondage? On ne fait pas de sondage. Donc, de nouveau, regardez bien le basculement de la tête. Et je pense que la ligne droite était le plus important, le test le plus important parce que là, on voyait la boiterie unilatérale de façon la plus claire. Donc, on va avancer. Et c'est clair qu'il n'y a pas d'amélioration de cette boiterie. On passe normalement après sur l'anesthésie digitale proximale, en anglais abaxial sesamoid, qu'on peut mettre un peu plus bas si vous voulez, juste en dessous des sésamoïdes. Mais là, c'est une anesthésie un peu compliquée, pas techniquement, parce que c'est la plus facile à faire, c'est pour ça qu'elle est assez populaire, mais dans son interprétation, parce qu'il y a une grande variation dans quelle partie du boulet est désensibilisé en plus que le pied et l'entièreté du pâturon. Donc le pied et l'entièreté du pâturon sont toujours désensibilisés, mais dans une grande partie, une grande majorité des chevaux, le boulet est inclusif, les branches du suspenseur du boulet sont désensibilisées aussi. Donc on ne l'a pas fait sur ce cheval, je pense qu'on est monté directement sur, pas l'intra-articulaire du boulet, mais sur l'anesthésie métacarpienne distale. Et donc là, c'est un bloc en anneau, si vous voulez. On fait l'anesthésie des nerfs palmaires et des nerfs métacarpiens palmaires des deux côtés du membre. Et tout ce qui est distal à cette injection est désensibilisé. Donc maintenant, on regarde le cheval après son anesthésie métacarpienne distale. Il devient très petit en distance, là, donc un peu difficile. Mais regardez bien le basculement de la tête, qui est toujours présent. Et donc,
Le cheval reste boiteux après l'anesthésie métacarpienne distale. On remonte sur l'anesthésie ou la région métacarpienne proximale. Il y a plusieurs façons de désensibiliser cette zone. Prioritairement, on est intéressé dans le ligament suspenseur du boulet, dans cette région, et le cortex palmaire du troisième métacarpe, parce que c'est là où la majorité des lésions responsables pour une boiterie provenant de cette localisation se produisent. Donc pour faire ça, on peut faire ou bien une infiltration directe sur le suspenseur, ou bien une anesthésie des nerfs métacarpiens palmaire latéral et médial, comme indiqué ici, ou bien une anesthésie du nerf palmaire latéral au niveau de l'os pisiforme, l'os accessoire un peu plus haut, que je n'ai pas indiqué sur ce dessin. Si on fait l'anesthésie métacarpien proximale, ça implique aussi 2 points supplémentaires sur les nerfs palmaires, latéral et médial, et à ce moment-là, on désensibilise le membre entier distal au point de cette injection. En fait, ce qu'a fait Sébastien, je pense, c'est une infiltration locale sur le ligament suspenseur que vous voyez à gauche, et puis une anesthésie, je ne connais pas, c'est le rameau palmaire du nerf ulnaire. Je ne sais pas s'il veut expliquer ou si on passe... on passe. Donc voilà, maintenant on regarde l'effet de l'anesthésie de la région proximale palmaire du métacarpe. Donc la métacarpienne proximale, mais un peu avec variation technique. Alors là, je laisse courir la vidéo un peu parce que ce n'est pas toujours évident quand les boiteries deviennent plus discrètes. Est-ce qu'il y a une amélioration? Quel pourcentage d'amélioration? Etc. Mais en général, on était en groupe plutôt convaincu qu'il y avait une amélioration significative de cette boiterie antérieure droite après cette anesthésie. Voilà, donc je passe le micro à Lélia pour faire le bilan. Oui, donc peut-être avant de passer aux examens complémentaires qu'on a fait par la suite, si on reprend un petit peu l'ensemble des anomalies qu'on a identifiées au cours de l'examen physique et dynamique du cheval. Donc au bilan, ce cheval, il présente une boiterie antérieure droite. Bon, on avait été un peu généreux en disant qu'elle était 2 sur 5, peut-être plutôt 1 sur 5, avec un test de flexion digitale du boulet qui était assez positif. Après, peut-être, je te reprends la zapette. Cette boiterie, quand on avait vu le cheval en vrai, on l'a trouvée quand même plus marquée à main droite et sur le sol dur. Et puis, une fois qu'on avait vu le cheval à chaud, après, elle était plutôt dans toutes les situations. On voyait moins la boiterie antérieure gauche au début. Et donc, cette boiterie antérieure droite, elle est améliorée par l'anesthésie de l'insertion proximale du suspenseur. Mais le cheval, il avait donc aussi une boiterie antérieure gauche sur sol dur, à main gauche et à froid, avec un test de flexion du boulet positif sur ce membre, et puis avec son aplomb panard, vous savez, le défaut de flexion du carpe, etc. Donc à partir de là, on s'est orienté vers des examens complémentaires d'imagerie qu'on va vous détailler donc, dans le PowerPoint suivant. Je ne sais pas, peut-être déjà si vous voulez qu'on fasse une pause pour les questions. C'était un peu la fin là, de la première présentation sur l'examen clinique. On fera après. Hein, Sébastien me dit on fera après parce qu'on est un petit peu à la bourre. Donc, naturellement, après ces anesthésies qui étaient plutôt positives dans la région métacarpienne proximale, on s'est orienté d'abord pour voir les os, les articulations, sur des radiographies de la région du carpe. Donc ce qu'on avait trouvé un petit peu d'anormal, si vous voyez, donc là il y a l'antérieur gauche à gauche et l'antérieur droit à droite hein, maintenant. Si vous regardez sur l'antérieur gauche, il y avait quand même des ostéophytes sur la marge articulaire antébrachiocarpienne, ici, du côté médial du membre. On trouvait aussi la densité osseuse, donc vous voyez la trame osseuse en fait, qui est au niveau de l'os carpal 3, ici, qui était un peu plus hétérogène à gauche qu'à droite.
Et on pouvait se demander quand même là où s'insère le ligament suspenseur du boulet, s'il n'y avait pas aussi des remaniements osseux, donc une densité osseuse un petit peu hétérogène, on regarde l'insertion du suspenseur, qui pourrait témoigner de la présence d'une anthésopathie. Vous savez, les anthèses, c'est là où les ligaments s'insèrent sur l'os. Et donc quand il y a une anthésopathie, c'est en gros c'est une entorse à l'insertion. Donc c'était un petit peu douteux sur ces vues de face. Sur les vues de profil, on ne retrouvait pas tellement d'anomalies là où s'insère le ligament suspenseur du boulet. Par contre, on confirme sur le carpe antérieur gauche qu'il y a une arthropathie, la antébrachiocarpienne et médiocarpienne. Vous voyez avec des proliférations osseuses sur le cortex dorsal de l'os carpal 3 et de l'os radial du carpe. Sur l'antérieur droit, je n'avais pas vu d'anomalie significative. Donc ensuite, Sébastien a procédé à l'examen échographique des régions tendineuses métacarpiennes proximales, donc avec des images comparatives sur l'antérieur gauche, l'antérieur droit. En allant du haut vers le bas de l'image, à chaque fois, vous avez donc la peau, le fléchisseur superficiel, le fléchisseur profond, la bride carpienne et le ligament suspenseur du boulet, donc qui se retrouve tout en bas. Et la ligne blanche en bas, donc ça c'est l'os métacarpal 3, l'os du canon où il s'insère. Et vous voyez qu'en comparant le gauche et le droit, on voit que du côté droit, il y a une zone plus noire en regard du lobe interne du suspenseur, donc qui est le lobe médial, et qui témoigne potentiellement de la présence d'une lésion. Donc on parle d'une zone hypoéchogène ici. Ça c'est une vue oblique où on retrouve cette anomalie, avec cette zone plus noire, toujours là où s'insère le lobe médial du suspenseur. Et vous voyez aussi qu'il y a une petite irrégularité de l'os en dessous, donc il y a une interruption de la ligne osseuse juste en dessous, là où il s'insère. En coupe longitudinale, donc, vous avez la partie haute du ligament qui est à gauche de l'image et la partie basse qui est à droite. Et on retrouvait aussi à ce niveau-là une zone plus hypoéchogène, plus noire, en regard de l'insertion du ligament suspenseur du boulet antérieur droit. On a continué donc avec, on a quand même réalisé des examens d'imagerie des autres régions, hein, même si elles n'avaient pas répondu positivement aux anesthésies, parce que le problème des anesthésies, c'est que ça ne marche pas toujours à 100%, qu'il peut y avoir des réactions croisées. Donc c'est quand même bien de vérifier le reste des formations anatomiques. Donc ça, la région du boulet, antérieur gauche, antérieur droit, sur les deux, il y avait des petits remodelages ici dorsalement, et puis sur la phalange proximale aussi, mais rien de bien impressionnant. Voilà sur les radios de face, en revanche. Alors là, on va peut-être aussi passer sur le... Je voulais vous faire un sondage pour voir, selon vous, quelle est la zone la plus lésée. Mais comme on a pris un petit peu de retard, je vais peut-être vous le dire. Mais sur ces radios de face, vous voyez, là où c'est le plus anormal, donc sur le boulet antérieur droit qui est à droite de l'écran, sur la marge articulaire médiale, donc qui est tout à droite de l'écran, vous voyez des petites pointes osseuses qui remontent. Donc là, du coup, je n'avais pas mis les flèches comme je vous avais mis le sondage. Mais vous voyez, donc il y a les petits becs de perroquet sur la marge articulaire qui sont aussi présents du côté gauche, de manière un petit peu moins marquée. Et donc, ce qu'on a fait, c'est des vues obliques pour mieux dégager ces ostéophytes périarticulaires. Et vous voyez donc bien là sur les deux boulets antérieurs qu'il y a des becs de perroquet sur les marges articulaires avec un petit amincissement de l'espace articulaire. Donc c'était plus marqué du côté interne du membre médialement sur les deux antérieurs. Donc ça c'est les obliques dorsolatérales qui dégagent la partie dorsomédiale du membre. Voilà donc les ostéophytes ici, pareil de l'autre côté. Et je vais peut-être laisser Michael enchaîner avec l'examen de la région du pied. Comme ça, il vous détaillera aussi les examens d'IRM qui ont été faits par la suite. Merci Lélia. Après, je pense que... je peux peut-être avoir le... Oui, merci. Je vais laisser les mesures, etc. à Julien à faire, parce que je sais qu'il va faire ça dans un instant. En général, je n'ai pas trop de commentaires sur les radios de ce pied. Il n'y a pas vraiment des grandes anomalies qui ressortent, mais quand on regarde les vues traditionnelles naviculaires, donc dorsoproximal palmar distal oblique, là on rencontre des choses assez catastrophiques, c'est peut-être un peu fort, mais parce que vous avez vu que le cheval n'est pas tellement boiteux non plus, mais il y a des kystes dans l'os naviculaire, il y a un grand fragment dans le bord distal de l'os naviculaire des deux côtés, antérieur droit et antérieur gauche. Il y a des fossettes synoviales, et moi je ne crois pas trop dans l'importance des fossettes synoviales, sauf
les fossettes synoviales à côté d'un fragment du bord distal parce que ça veut dire que l'os est réactif à la présence du fragment. Et là, vous le voyez très clairement en association avec le fragment du bord distal de l'image à votre droite. Donc, le bilan est que le cheval a une maladie dégénérative de l'os naviculaire des deux antérieurs, pire à gauche qu'à droite. Vous voyez là aussi, je vais laisser les mesures à Julien à faire. J'ajoute juste quelques images de l'IRM. On n'avait pas vraiment besoin d'un IRM pour diagnostiquer les anomalies de l'os naviculaire, des os naviculaires dans ce cheval. Sauf que je pense que ici, l'IRM peut ajouter un paramètre assez important et c'est la réactivité de l'os à la présence de ce changement, ce remaniement dégénératif. Qu'est-ce que fait l'os? Il va développer un œdème. Donc du liquide inflammatoire va être visible dans l'os à côté de ce fragment. Donc ici, on a une vue profil, si vous voulez, parce que c'est juste une coupe de 5 mm, deux coupes de 5 mm, l'un à côté de l'autre. Sur l'image à votre gauche, vous voyez la flèche en bas indique la présence du fragment, et juste au-dessus, vous voyez le signal très clair, le signal blanc, c'est du liquide dans l'os. Tout le reste, donc le signal clair qui provient de la graisse a été supprimé. C'est pour ça que l'image est plutôt noire, les os sont noirs, sauf la présence de liquide abnormal dans l'os. Et donc sur la coupe qui montre le fragment dans le bord distal, il y a du liquide dans l'os à côté, et la coupe à côté, juste à côté, on voit que le liquide inflammatoire dans l'os naviculaire remonte assez haut dans la spongieuse de cette partie de l'os naviculaire. Donc, pour le reste, ce n'est pas trop important. Tout ce qu'on a vu sur les radios, on n'a pas besoin des IRM pour montrer la même chose de nouveau. Donc, je repasse le micro et le contrôleur à Lélia. Oui, donc si on récapitule un peu l'ensemble, déjà d'un point, après il y aura Julien là, qui détaille ces mesures, mais l'ensemble des lésions qu'on a identifiées là, avec l'œil vétérinaire, vous voyez que le cheval il a quand même plusieurs anomalies. Il a une suspicion donc, de lésion d'anthésopathie proximale du lobe médial sur le suspenseur en région métacarpienne proximale. Il a une arthrose de boulet qui est plus marquée côté interne du membre et puis une forme de maladie naviculaire sur le pied. Donc maintenant, pour faire le diagnostic, il faudra qu'on confronte les résultats de l'examen clinique et des résultats d'imagerie pour définir qu'est-ce qu'on pense qu'est l'hypothèse la plus probable qui fait boiter le cheval, sachant qu'il peut y avoir une combinaison de plusieurs facteurs qui est à l'origine de cette boiterie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est déjà à ce stade-là, peut-être vous demander votre avis sur vous. À votre avis, donc, quel est le facteur le plus limitant du cheval? Selon vous, quelle est l'hypothèse diagnostique la plus probable à l'origine de la boiterie? Donc, je vous ai remis un petit peu pour faire la synthèse avec le bilan clinique, si vous voulez, de voir, selon l'examen clinique du cheval, à votre avis, donc c'est quoi son problème, en gros, à l'heure d'aujourd'hui. Donc, soit le suspenseur a combiné donc, avec les résultats de l'anesthésie qui étaient positifs sur le suspenseur, les images anormales à l'échographie principalement. Le boulet, c'était plutôt les éléments en faveur, donc les signes radio qui sont assez évidents, le test de flexion qui était positif en dynamique. Et puis après, pour le pied, on a quand même ces naviculaires, c'est vrai qu'il y a la radio sont catastrophiques, et avec des aplombs du cheval qui pourraient le prédisposer à une maladie naviculaire avec des pieds plats et des talons faibles. Donc je vais vous remettre le sondage, c'est sur le même lien que tout à l'heure. Donc normalement, ça a dû rafraîchir votre page et vous allez donc, voilà, je vais cacher en gros les résultats pour pas que vous soyez influencés. J'oublie toujours de faire ça. Donc en 1, vous pouvez mettre l'anthésopathie du suspenseur, en 2, le boulet et en 3, le syndrome podotrochléaire. On va attendre qu'il y ait aussi à peu près une cinquantaine de participants.
fait, il n'était pas complètement sans batterie, même avec la... Ouais, non. Ouais, Pendant que vous votez, j'ai une petite annonce. Si Bérangère Badabé, mon interne, est là, est-ce qu'elle peut rejoindre les stands de démo pour voir Anne-Charlotte? Merci Bérangère, si t'es arrivée. Donc on va montrer, on est à 60 participants, là les résultats. Donc bon, c'est intéressant, on voit que les avis sont quand même partagés, hein. Ce n'est pas un cas qui est si simple que ça. Pour la majorité, vous êtes en faveur plutôt d'une anthésopathie proximale du suspenseur, ensuite le syndrome podotrocléaire et l'arthropathie de Boulet. Je vais peut-être laisser Michael commenter ce qu'il en pense dans un premier temps. Michael, toi, tu aurais penché vers quel diagnostic plutôt? Parce que le diagnostic va bien sûr conditionner la prescription de ferrures thérapeutiques. Et donc, c'est vrai que c'est un petit peu les éléments clés. Je suis d'accord, mais de l'autre côté, on a établi des multiples pathologies dans ce cheval et même s'il est capable de compenser de jour à jour et de vivre avec, ça ne veut pas dire qu'un jour, c'est quelque chose d'autre qui lui gêne plus que l'autre. Et hier, on a déjà vu qu'il était un peu différent dans sa présentation qu'en août. Donc pour moi, je pense que toutes ces choses-là sont importantes. Avec l'anesthésie, le jour de l'anesthésie, on a vu que c'était surtout l'anthésopathie proximale du suspenseur, mais les tests de flexion qui étaient positifs, ça c'est pas typique pour un suspenseur, indiquent quand même une douleur, une gêne au niveau des boulets qui peut jouer aussi de temps en temps, dépendant du sol ou du terrain sur lequel il est travaillé, de la durée du travail, etc., etc. Et puis le syndrome podotrocléaire est clairement actif, comme on a vu sur l'IRM. Pas très actif quand même, mais actif. Donc, je pense que quand on fait un plan thérapeutique, pour moi, il faut prendre en compte les trois. Mais en première instance, si on veut intervenir, et là je ne parle pas nécessairement des fers, mais d'un traitement anti-inflammatoire direct, on vise ce qui fait boiter sur le jour même. Par exemple avec une infiltration ou quelque chose comme ça. Mais je pense que... Et en plus aussi, il y a le carpe. Pas oublier le carpe, on n'a pas fait les tests de flexion du carpe, mais comme Hans disait... Ah oui, mais je veux dire le test de flexion dynamique pour voir s'il était plus boiteux après. Donc, n'oubliez pas non plus l'arthrose au niveau du carpe, parce que ça aussi, il faut regarder tout le cheval, je pense. Et les deux membres, parce que les pathologies sont divisées entre les deux membres antérieurs. Donc, pas juste traiter l'antérieur droit. Et oui, le postérieur, oui. Je ne sais pas si on a le temps de regarder les postérieurs. Oui, il y avait l'examen des postérieurs après, mais on va voir. À mon avis, on n'aura pas le temps. Oui. Et toi, Hans, alors, tu paries pourquoi? Tu paries pourquoi? Le pied, le boulet, le suspenseur ou autre chose? Je pense qu'il a, comme disait Michael, comme beaucoup de chevaux qui ont travaillé beaucoup et qui ont un certain âge, qu'il a beaucoup de choses. Et quand ils ont beaucoup de choses, ça peut varier. Un jour, tu as mal comme nous. Un jour, tu as plus mal au dos. Un jour, tu as plus mal au genou. Un jour, tu as plus mal au pied, au poignet. Toute notre maladie professionnelle, non? C'est le même pour le cheval. Et c'est pour ça, comme Michael dit, en ce moment, ce que le fait mal, en ce moment, on peut le traiter. Hier, il était différent qu'en août. Hein, alors, je pense que vous avez objectivement établi qu'il a tous ces anomalies. Julien, peut-être, toi, tu penses quoi? Alors, comme l'ont dit mes collègues, je pense que c'est important de prendre le cheval dans sa globalité. Il a beaucoup de problèmes. Il fait avec, je trouve vraiment plutôt bien. C'est pour ça qu'après, dans la réflexion du ferrage, j'ai envie de dire, ça va être difficile d'appréhender tous les problèmes. On est obligé de faire un mixte, donc là, vraiment, l'importance de l'équilibrage du pied et d'avoir un pied le plus
le plus équilibré possible, sans trop d'artifice, prend tout son sens, quoi. Donc, voilà. Chose. Alors, par exemple, vous avez vu qu'il a, et on a vu dans le sondage, non, l'anthésiopathie proximale du suspenseur. Hier, quand on a fait le test hier, hein, c'était pas août, quand on a fait l'élévation palmaire, il n'avait aucun problème. On avait un autre cheval, que c'était la deuxième option pour ce grand équipe-meeting, mais on a vu déjà que éplucher un cheval, ça prend déjà une matinée, alors 2 chevaux. Mais l'autre cheval était un clair cas où il était hypersensible à l'élévation. À part de 17 degrés, déjà, il se jetait quand tu élevais le talon. Alors, du point de vue de ferrure, ou de l'interaction entre la ferrure, le pied et le sol, le problème du origine du suspenseur semblait pas hier être cliniquement le plus grave pour le cheval. C'est pas à dire qu'il l'est pas. Hein. Pendant qu'il avait une extrême réduction sur l'antérieur gauche, il était plus boiteux hier sur l'antérieur gauche que sur l'antérieur droite. Il avait une extrême diminution de tolérance à l'extension dorsale, c'est-à-dire comme si peut-être, mais ça, on ne sait pas, peut-être c'était l'aspect dorsal du carpe, ou peut-être c'était le naviculaire qui en ce moment-là le donnait plus de problèmes, mais il ne pouvait pas du tout, 24 degrés, c'est vraiment une réduction brutale. Alors, vous voyez, et je pense qu'en dernière analyse, il faut faire pour le signe clinique en ce moment-là qui donne ce cheval et que ça ne va pas être toujours la même chose. Donc voilà, pour nous maréchaux, dans une situation comme ça, comme je l'ai dit avant, ça ne sert à rien d'envisager une ferrure pour tel ou tel problème sans avoir une base de pied le plus juste possible. Donc les radios, je vais y revenir demain un peu plus en détail, qu'est-ce qu'il faut exactement regarder, quoi, comment, mais ce qui est très important, c'est d'avoir vraiment des radios pour nous, maréchaux, sur lesquels on peut faire des lignes, où on peut prendre des mesures. Donc c'est important de discuter avec le vétérinaire, d'avoir une radio vraiment prise avec le fer, plus basse, de manière à avoir les branches qui se superposent et qu'on ne voie pas 2 branches. Donc ça, c'est vraiment des radios vraiment pour nous. C'est pas du tout fait pour juger la qualité osseuse ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour pouvoir nous profiter des informations qu'elles peuvent nous donner. Donc la première chose que moi je regarde, c'est toujours la position de mon fer par rapport à mon centre articulaire. Ce centre articulaire, on va le voir demain, comment le déterminer, on va l'expliquer plus en détail demain. Mais sur cette situation-là, aujourd'hui sur ce cheval, je fais cette ligne-là et puis tout de suite, je me rends compte que mon fer est 2 tiers, 1 tiers vers l'avant. Donc voilà, c'est déjà une première indication quand on sait qu'un cheval comme ça a des naviculaires pas très beaux. Donc tout de suite, ça nous met un tout petit peu une lumière rouge. La deuxième chose qui est pour moi fondamentale, c'est la profondeur de saule. Techniquement, elle devrait être en relation avec l'épaisseur de paroi. C'est vraiment une question aussi de confort du cheval parce que la théorie de l'équilibre du pied, des placements, elle n'a pas de sens si le cheval repart inconfortable à cause qu'on a trop paré ou qu'on a trop, pas conservé assez de pieds. Donc ça, c'est important d'avoir. Et puis, ensuite, je suis toujours un peu obsédé par ça, mais j'aime bien avoir une idée de la position de ma 3e phalange. Quel est mon angle palmaire ou plantaire ? Donc voilà, chez lui, on se rend compte que paradoxalement, il a des pieds relativement plats, mais un angle palmaire qui n'est pas négatif. Cet angle palmaire, c'est pas parce qu'un cheval a un pied avec une paroi dorsale très basse ou très, très plate qu'il est forcément négatif. C'est complètement lié à l'angle de l'os. Donc on rediscutera de ça demain. Donc voilà, concrètement sur ce cheval-là, on a un fer qui est beaucoup trop en avant. On a une épaisseur de saule, une profondeur de saule très fine. On a peu de marge de manœuvre par rapport au parage. Et puis, encore une chose importante qui peut beaucoup changer la locomotion des chevaux, c'est où est mon ruling, où démarre mon pied. J'essaye toujours d'avoir un départ de pied à l'apex de ma 3e phalange, le rond jaune.
Donc là, on se rend compte sur ce cheval-là que, ben, voyez bien, le fer, il quitte le bloc beaucoup plus en avant de ce point. Donc tout ça, c'est des points, c'est des lignes directives qui vont me dire, OK, j'ai cette situation, qu'est-ce que je peux améliorer sans forcément ajouter beaucoup de choses à ma ferrure. C'est vraiment déjà avoir une très bonne base. Et puis encore un point qui est important, là on se rend compte qu'avec une grosse ajusture à la française, notre fer, donc les deux lignes jaunes, nous donne un certain degré de négation. Donc ça veut dire qu'on a un angle palmaire positif, mais on perd 2-3 degrés par la technique d'ajustage, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte. On n'a effectivement pas de pression sur le bord solaire, mais on a, en plus du rouling qui n'est pas tout à fait à sa place, on a ces quelques degrés que le fer nous apporte, mais qui sont contre nous, quoi. Il aimerait plutôt pouvoir démarrer rapidement et facilement, et là, il doit déjà un petit peu lutter contre ce qu'apporte le fer. Donc, c'est vraiment pas l'idée. L'idée, c'est d'avoir un fer qui, au contraire, facilite les choses. Donc, voilà, ça c'est vraiment les lignes directives donc, pour la vue latérale. Ah, ben, elles étaient là. Donc, centre articulaire, angle palmaire, profondeur de saule et de paroi, et puis le point de rouling. Voilà, en fonction de, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment important d'avoir toujours les photos dans la même vue, dans le même sens que ce qu'on voit. Ça permet de faire des comparaisons et petit à petit, même si les maréchaux n'ont pas toujours des radios, ça c'est clair, ça permet de, quand vous en avez, ben, vous savez quoi regarder. Vous êtes un petit peu, vous savez exactement, si vous voyez votre pied, vous vous dites, ah, comment c'est dedans. Et à force, ben, vous êtes entraîné à savoir quoi regarder. Voilà, ça c'était la même chose. Et puis pour les vues antéro-postérieures, alors ça c'est une vue qui est très délicate pour moi à juger. Je ne m'amuse pas, si quelqu'un m'envoie des radios comme ça, je ne vais pas lui faire des lignes et les juger, parce que c'est très important d'être là quand les radios sont faites pour vraiment être sûr que le protocole soit respecté, parce que si votre cheval n'est pas en appui bipodal, s'il a la tête à gauche, la tête à droite, on a très vite une interférence et un mouvement dans l'articulation interphalangienne, donc c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais dans cette situation-là, sur des radios prises sur le moment, mes points un tout petit peu importants que je regarde, malgré que l'aspect clinique avec un posé du pied latéral, avec un valgus de l'antérieur gauche, beaucoup vont dire ok, tu peux couper un peu en externe, mais moi j'aimerais savoir si je peux couper en externe. Donc la première chose que je regarde, c'est je fais une ligne par rapport à la surface distale de P2. Ça c'est vraiment ma ligne de départ. Et puis ensuite, je fais une deuxième ligne qui correspond au foramen. On sait qu'il y a une certaine asymétrie dans la phalange, ça c'est clair, mais tout ce que je vous explique là, c'est pas forcément, il n'y a pas d'études scientifiques, mais c'est de l'expérience, c'est du terrain, c'est à force de faire les choses qu'on sait si on est dans le cadre ou pas. Donc j'essaye de faire ces deux lignes. Et puis j'essaye de juger un tout petit peu la situation. Mon objectif, ça serait que ces deux lignes soient parallèles. Dans un troisième temps, je fais la ligne du bord distal de la troisième phalange qui m'importe pour le moment pas tellement parce qu'on sait très bien qu'il y a l'asymétrie, il peut y avoir un remodelage osseux qui intervient dans cette ligne, mais je la fais quand même. Et puis ensuite, la ligne du sol, en fait, le cheval est sur un bloc et puis on a un petit peu une vue de tout ça. Et puis là, on se rend compte que il y a tout qui est bien. Je veux dire... les lignes sont parallèles entre elles, on a une phalange qui est à la même distance du sol. Si on se rappelle comment marche le cheval sur ce pied-là, on n'a pas de problème de grosse rotation. Donc pour moi ici, c'est plutôt OK. Il n'y a pas lieu. Après, il faudra voir par rapport au test de planche à Hans, qu'est-ce qu'on peut faire. Mais au niveau du parage pur, moi, je ne pense pas qu'on doive baisser ou en latéral ou en médial. C'est plus après apporter du confort par le fer. Et puis, par contre, pour l'antérieur gauche, c'est un petit peu différent. Donc, on voit la même ligne distale de P2, après la ligne des foramen. Et puis là, tout de suite, il y a déjà un petit peu... ce qui est bien dans la pratique, pour nous, maréchaux, c'est d'imprimer la radio et puis de dessiner.
Et là, tout de suite, les choses apparaissent, quoi. Et là, on se rend compte qu'on a déjà un tout petit peu une compression articulaire latérale, avec une surface distale de P3 déjà un peu plus basse en externe. Voilà. Et puis, tout de suite, ça nous donne un tout petit peu une limite, parce que pour ouvrir l'articulation, on aimerait pouvoir parer un peu l'externe, mais on se rend compte qu'on est déjà un peu en limite d'épaisseur de pied, donc vous êtes très limité dans la correction. Vous êtes obligé de faire un management, vous êtes obligé de faire un mix de ça. Je pense que cette articulation-là, c'est possible de l'améliorer simplement par la gestion de l'évasement latéral. On voit que la paroi externe est très évasée, on a une très grande distance depuis le bord latéral de P3 jusqu'au fer, donc il faut très peu de choses pour intervenir sur l'articulation interphalangienne. Donc c'était juste pour mettre en évidence que sur ce pied gauche qui pose en externe, on ne va pas pouvoir résoudre la situation par un parage en externe. Il va falloir un tout petit peu amener de la vie et une réflexion sur le fer. À noter que les radios du 15 août n'ont plus vraiment à voir avec hier. On a un peu plus de pieds, la situation a changé. Vous verrez demain, il y aura une comparaison avant-après, mais c'est un petit peu pour que vous sachiez quoi regarder. Et toujours cette vue qui correspond avec la photo et la radio. Tac, tac, tac. Donc on remplira ce plan de parage peut-être après, hein, au moment de la prescription. Ce que je vous propose, c'est que, en fait, on discute ensemble autour d'un dessin ou de plusieurs dessins sur des solutions de ferrure qui pourraient convenir à ce cheval. Donc peut-être si on peut passer sur la projection du paperboard, on va donc vous faire un dessin. Et donc, on va pas avoir le temps de vous montrer l'imagerie des postérieurs, mais pour la faire courte sur les postérieurs, on a une arthropathie dégénérative tarso-métatarsienne bilatérale, plus marquée sur le postérieur droit. Et aussi, Michael, pardon, tu diras, mais aussi on a une arthropathie fémorotibiale médiale, hein, sur le gracet droit. Voilà, donc si tu veux compléter de ce que tu te rappelles. Il y avait aussi, je pense, un OCD, mais ça c'était le postérieur gauche. Sur le jarret gauche, le gracet gauche. Sur le gracet gauche, non? Oui. Et puis il y avait une légère arthropathie tibio-tarsienne à droite aussi, je pense. Et pour moi, c'est probablement ça qui fait boiter le cheval. Et pour moi, il y avait des remaniements bilatéraux aussi à l'origine et l'insertion distale des ligaments croisés dans les deux gracets. Mais bon, on essaye d'expliquer la boiterie postérieure droite. Et avec le bilan d'imagerie, il y avait plusieurs lésions qui pouvaient expliquer, mais pour moi, la plus probable, ce sont les osteophytes sur les bords articulaires de l'articulature tibio-tarsienne ou tibio-talienne, comme je ne sais pas comment on dit en français, la plus proximale du jarret, en fait, qui était la différence principale entre droite et gauche. Mais bon. Ah oui. Ah, je pensais que vous étiez en train de parler, que j'avais tout le temps de pour faire ça. Alors, je ne sais pas si... Alors, ça c'était les épreuves de hier, et il était plus boiteux à gauche. Mais ce qui est énorme, c'est que Je dessine moi ou toi, Julien? Alors, le pied, il est antérieur gauche, comme ça. Et le fer avait un bon rolling, mais était à plat sur le gauche. On va changer de couleur pour faire plus beau. Peut-être. On avait une légère... et il était en deux plans. On avait vu, hein? C'est-à-dire, ça se voyait moins. Ça veut dire qu'il n'était pas tout à fait à plat. Il a ici le deuxième, ici, il a le truc, c'est samoïde. Là, il a le
centre articulaire et on le projette. On a ça. Et je me suis planqué parce que je voudrais faire des lignes comme ça pour faire mon fer. Alors, mon fer va être à côté. Dans tout cas, du centre ici à là-bas, on a une distance X qui doit être sévèrement, le point de départ doit être sévèrement reculé. Parce que ça, c'est très... Tu es d'accord, Julien? Ah oui. C'est pas la normalité, c'est pour ce cheval-là. Et comme aussi Julien avait dit, vu de derrière, ça c'est le go. Je vais changer un peu de couleur. Oui. Hans, on commence par cette mesure X que tu as fait du point du rolling au lieu du point de la pince. OK. Alors, on mesure d'ici au point de départ qu'il a maintenant, que Julien avait fait sur le boulet. Alors, actuellement, parce que ça se fait plus facilement quand tu as le plan du pied comme on le voit le maréchal. Alors on a ici, il est un peu panard, alors il rentre un peu là-bas, il sort un peu là-bas, et il a le bulbe, et on a le centre du pied. Alors, le centre du pied, maintenant déjà, avec le fer qu'il avait... Avec le... Oh, oh. Le grand défi de la technologie, ça nous a fait venir la tachycardie. Alors, déjà, maintenant, c'est ici le point de départ. Alors, la distance entre ici et ici doit être, évidemment, apparemment, reculée de au moins, et même ça, c'est pas normal, 30 pour un cheval comme ça, mais de au moins une 25%, 20 pour être pareil à celui-là. Mais alors, il faudra mesurer ça, je le juge sur 7 cm plus ou moins, et le réduire de 1 cm 4. Alors, c'est un cheval qui a besoin d'un départ dorsal extrême, pendant que dans le plan latéromédial, il n'était pas si mal que ça. Et je pense que si on a le pied vu de derrière, alors ça c'est latéral, c'était un peu plus remonté aussi, n'est-ce pas, Julien? Sur le talon, oui, non, quand même? Ouais, un tout petit peu, oui. Mais pas... OK. Alors, il faut... Oui, c'est vrai, tu as dit. Tu nous as montré qu'il était bien, au moins en août. Le foramen était... qu'il avait un problème là. Alors, il faut travailler sur le fer, justement. Exactement. Alors, il faut rentrer la branche externe pour qu'on ait une facilité du centre articulaire à là. On diminue cette distance un 10%. Hein? Si c'est 6 cm le émi-pied, si cette mesure est 6, on doit rentrer avec la rive externe côté sol de 6-7 mm. Tu es d'accord, non? Exactement ça, ouais. Et surtout essayer de ramener notre paroi latérale le plus possible sous la couronne. Quoi. Oui, oui. Vous avez vu que Julien avait montré qu'il était la distance entre la rive externe sol du fer était plus large latéralement. Exactement. Et il était clairement, vu que les panards, il sera toujours un cheval qui atterrit sur talon latéral parce qu'il est panard. Hein, mais, alors ça, c'est le plan pour le gauche et le droit. Et enregistrer, je crois. Le droit, il me semblait que hier, Julien, ça c'est la vue de derrière bon, le boulet, etc., du droit. Il me semble que le droit hier, le glome et le talon latéral étaient un peu remontés. Un tout petit peu remonté. Par contre, on s'est dit qu'il posait vraiment un peu talon-pince. Oui. Et en fait, en regardant bien, non, au dernier moment, il arrive plutôt plat. Oui. Mais effectivement, il y avait ce glome un peu latéral qui était remonté par rapport à il y a un mois où ce n'était pas la situation, c'était pas le cas. Alors, dans quelque chose il faut faire ici. Aussi, c'est un cheval qui a besoin. Alors, ça ne lui vient pas du tout mal de reculer le point de départ en antérieur. Ah, une dernière chose. Aussi, dans le seul meuble, et je ne sais pas si... je suis encore en bleu? Non. Que je pense que le fer, il bénéficierait aussi d'une surface majeure en...
Ouais, un peu de couverture sur, Oui, au niveau éponge. Quoi. Une chose comme ça, c'est vous le Français et vous devez être orgueilleux de votre oignon. Voilà. Hein, parce que tout le monde vous a copié les oignons. Soyez orgueilleux. Les Américains, ils font que parler des oignons maintenant. Et dans la maréchalerie, et c'est le côté. Voilà. Ça sera le côté latéral, juste. Oui, De le faire rentrer, hein, la rive externe. Hein. exactement. Ça, c'était le plan pour le gauche. Et le droite, il faut peut-être on peut parer quelques degrés ici pour avoir le 2-3 degrés de plus de la gauche à droite. Mais ça, ce n'était pas le cas de radio de août. Hein? De août, justement. Non. Mais on a refait des radios hier pour le ferrage d'aujourd'hui et on va pouvoir quantifier ça s'il y a une correction. Parce que, vous voyez, si vous sommez 18,5, 17, vous arrivez à un déficit. Parce que le normal, je vous le mets à côté, le normal c'est 18 et 19. OK? Ça fait 37. Donc, juste, je vais vous couper juste une seconde. Donc, vous avez bien compris que les deux, là, ils étaient partis à fond dans leur... C'était pas la prescription de Ferrure? Si, mais dans leur parage et dans leur et le plan de parage qui était quand même du coup un peu limité, hein, vu la forme des pieds, et qu'ils étaient obligés de travailler donc sur le fer par rapport à comment ils voulaient le positionner. Alors, ce que j'aimerais bien poser comme question, parce que d'habitude c'est quand même les vétos qui disent qu'il faut mettre sous les pieds des chevaux. Excusez-moi les maréchaux. On va demander à Lélia et à Michael, et puis après les maréchaux discuteront vis-à-vis des pathologies que vous avez vues. Michael, on va commencer par toi, puis on laissera par Lélia. Qu'est-ce que tu prescrirais comme type de ferrure sur les antérieurs et en même temps un peu sur les postérieurs, s'il te plaît? j'ai pas trop d'opinion sur le postérieur pour le moment parce qu'on s'est concentré surtout sur les antérieurs, mais je voulais juste dire la même chose, que vous êtes sauté directement sur l'équilibre du pied et vous avez proposé parage et ferrure sur l'aspect du pied et sur les tests dynamiques sur le pied. D'accord? Oui, mais bon, sur la boiterie, mais pas sur les diagnostics d'imagerie qu'on a fait. Donc, vous essayez d'adresser l'équilibre du pied en espérant que, mettant en place un meilleur équilibre du pied et de faciliter le basculement du pied vers latéral ou médial ou dorsal ou palmaire, va vous aider d'améliorer les résultats de ton test d'élévation spécifique des 4 parties du pied, d'accord? Tandis qu'on avait plusieurs diagnostics d'imagerie faits pour lesquels, et je te joins aussi que c'est trop simple de dire on a ça, on fait une prescription de ça. On a évolué un peu dans ce sens où pour chaque maladie, on a une prescription de fer spécifique, ce qui n'est tout à fait pas efficace en fait, mais enfin on parlera plus de ça demain après-midi. Moi je voulais juste dire que de mon côté, après vous faire confiance, donc faire confiance dans ma maréchale pour faire un bon équilibre et un bon parage, avec pas trop de longueur en pince, etc., que moi je mettrais sur ce cheval rien de spécial comme fer thérapeutique comme prescrit dans les textes qu'on connaît tous, mais plutôt un fer classique avec une bonne couverture, une bonne longueur en talon, un bon rolling en pince, et comment est-ce qu'on appelle ça de nouveau en français? Seated out. Tu me l'as dit hier. Une ajusture. Une ajusture pour éviter une pression sur la sole. C'est juste les points classiques que j'utilise généralement. Donc un fer classique et un fer ouvert en fait, parce que les différents diagnostics qu'on a faits, il y a si on fait spécifiquement une prescription pour une ou l'autre, on peut se trouver dans des contextes biomécaniques contraires, l'un à l'autre. Donc si on met une couverture sur la pince, on favorise plutôt une hyperextension de l'articulation interphalangienne distale qui peut être néfaste pour le système podotrochléaire, par exemple, etc. Donc moi, je favoriserais pour ce cheval plutôt un fer classique avec tout ce que j'ai dit,
après avoir fait confiance dans mes collègues maréchaux pour mettre en place un bon équilibre de pied. Donc les principes de base, quoi. Je ne sais pas si Lélia, tu favoriserais... Donc Michael, il vote blanc en fait, quoi. Donc du coup, on va, comme j'ai dit, voir Lélia. un fer classique ouvert avec une bonne couverture, une bonne longueur en talon, un bon rolling en pince et une... Merde, j'ai oublié le nom de nouveau. Ajusture. Merci. Pareil sur les deux antérieurs. C'est le borgne qui conseille l'aveugle, parce que tous les deux, l'autre français, il est comme ci, comme ça. Mais Luc, c'est bien une ajusture, ce qu'on dit, quand on descend la rive interne du côté pied, non? Oui. Merci. Et moi, si je peux ajouter quelque chose, alors en fait, Hans, il a exactement fait ça avant. Il n'a pas parlé d'une ferrure très compliquée. Il a juste parlé d'une ferrure qui remet les choses en place, qui diminue un peu les leviers par la déformation de la boîte cornée. Oui, il a un peu parlé des oignons, mais je suis assez d'accord avec la couverture de Michael. Moi, je préfère toujours la couverture que les oignons. Ça permet après de protéger un peu et d'amener toujours ce confort qu'on n'a pas forcément sur un cheval qui a peu de profondeur de sol, quoi. Bon, moi je suis pas super forte en dessin, vous l'aurez compris, mais en tout cas on s'est pas concerté avant et ma prescription elle rejoint un petit peu quand même celle de Hans et de Michael. J'aurais aussi opté pour un fer avec du rolling sur toute la rive externe du fer. Ça c'est pour son problème de naviculaire, donc pour faciliter, pour limiter l'extension interphalangienne distale et limiter les contraintes sur le perforant. Donc ça, c'est plus, en fait, je distinguerais dans les problèmes du cheval les contraintes sur les tendons dans les différentes phases de la foulée. Donc généralement, les contraintes sur l'appareil podotrochléaire avec donc le naviculaire, le tendon fléchisseur profond du doigt, elles sont le plus élevées lors de la phase postérieure de la foulée, donc juste avant que les talons se décollent. Donc c'est là où finalement ça va être le plus utile d'avoir le rolling sur la rive externe du fer pour faciliter le départ du pied. Et après, donc, les contraintes sur le suspenseur, donc, comme il y a la lésion, et puis aussi l'extension du boulet ici, en fait, elle est maximale vraiment à 50% de la phase d'appui, lors de l'appui maximal du fer. Et donc pour cette phase-là, j'aurais privilégié quand même des éponges quand même plutôt étroites, mais avec en fait des oignons de protection, donc des oignons biseautés, pour tenir compte du fait que le cheval il a des talons assez faibles. Et donc de favoriser en fait quand même l'enfoncement des talons, c'est le principe en gros des talons aiguilles quand on marche dans un seul meuble. La partie étroite, elle va s'enfoncer dans le seul meuble, et quand même l'oignon, il va venir protéger ici le talon interne. Et de cette manière-là, pendant la phase de support maximal, ici à 50% de la phase d'appui, on va davantage peut-être mettre à contribution le fléchisseur profond du doigt ici, avec l'enfoncement des talons, pour soutenir le boulet et limiter son extension, donc pour éviter les douleurs liées à l'arthrose, parce que les ostéophytes, ils sont dorsaux, dorsolatéraux, dorsomédiaux, donc c'est pendant l'extension que ça lui fait mal, et puis c'est pendant l'extension aussi que le suspenseur, c'est là où il tire le plus. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu un compromis, et c'est vrai qu'après, il faudra voir ce que... au niveau de la phase arrière, là, mais c'est vrai que sur l'idée du roulement avant, ça revient quand même pas mal sur ce qu'a proposé. J'ai une question sur les éponges, là, parce que, Lélia, correctez-moi si je me trompe, mais c'est comme une talonnette en talon, et donc, théoriquement, ça devrait faire descendre le boulet plus à 50% de l'appui. Non, en fait, justement, le fait qu'ils soient biseautés, c'est justement pas comme s'ils étaient pleins. Non, mais tu mets une plus grande couverture sur les talons. Oui. Ce qui, sur le sol souple, empêche le talon de descendre dans le sol. Non, en fait, sur le sol souple, tu vois, comme en fait le pied, donc il va se retrouver comme ça. Donc ça, c'est la fourchette, en gros, hop, les parois. Donc l'oignon biseauté, en gros, il va être du coup comme ça. Et ça va permettre au pied quand même de s'enfoncer jusque-là. Dans le sol souple, cette partie-là, elle va s'enfoncer comme elle est assez étroite. Donc ça va venir protéger l'arrière du pied, tout en permettant quand même au talon de pénétrer dans le sol. Bon, pas trop profond,
C'est quand même pour aussi ménager la chèvre et le chou. Mais, pour mais son- pourquoi mettre un oignon si on va le bisseauter? En fait, ça semble un peu contraire à l'objectif d'un oignon, non? L'oignon, mais biseauté. Oui. Michael, tu es ici dans le règne des oignons, la France. L'oignon originel, si je ne me trompe pas, Luc, il va me corriger. L'oignon, par exemple, dans l'utilisation pour protéger contre un abcès, c'est vers le sol. C'est bien fait, dit Luc? C'est vers le sol, non? Vers le bas. L'oignon typique. Mais Lélia parle d'un oignon vers le pied, c'est ça? Forgé vers le pied, pas vers le côté sol. Tu comprends? Oui, j'essaie, oui. C'est très difficile, très différent. Si la surface est élargie côté pied, et tu as plus de base pour le bar et pour le contrefort, pour appuyer, etc. Mais l'amincement vers le sol le fait pénétrer plus. Parce que je pense que le problème aussi, Michael, si on lui met des gros oignons donc de support, pour le coup qui n'étaient pas biseautés, c'est aussi comme ce cheval, il a les talons un peu faibles, après il va avoir mal aux talons finalement. Ça va lui générer peut-être des problèmes de blême. Donc s'il a trop de pression ici sur les talons, je craindrais qu'après il soit sensible. Alors, Michael, tu as des prescriptions de ferrure. Tu as des choses à changer? Cette Clio grise. Ah oui. Alors on a un conflit, Lélia et moi. Oui. Mais je porte ma casquette vétérinaire maintenant, hein, parce que sinon il ne me laisse pas parler comme maréchal. Alors, on a le conflit, en réalité, seulement sur le côté palmaire de la ferrure, juste. Alors, parce que, justement, il a un diagnostic, surtout sur le droit, mais d'origine de suspenseur, et aussi un diagnostic d'autres choses, par exemple et ça se passe tout le temps, par exemple, un appareil podotrocléaire très pourri. Alors, tu es d'accord, Lélia, que si on amincit le côté sol de talon du fer, on favorise théoriquement le problème du suspenseur, mais on met en hyperextension à l'appui, il doit faire, c'est pour s'en sortir et rouler sur la pince, c'est, hey, tu vois, lui, il nous trouve le compromis, hein. Alors en fait, comme les Suisses, ils sont toujours super diplomates. Donc on va demander aux forgerons là, parce qu'en fait l'idée là, c'est que il y a trois gars là qui vont forger la commande que va vous faire maintenant le quatuor. Donc je vous demande de venir, Stéphane, Alex et François, s'il vous plaît. Et puis on va laisser à Julien l'art du compromis et de nous faire la commande pour les forgerons. Voilà. Donc je vous demande de. Alors, j'en profite juste pour dire qu'il y a une Clio grise qui gêne et qui est immatriculée EV956ZX. Merci de la retirer. Alors, si je peux encore juste ajouter quelque chose dans l'équilibrage du pied, tout ce qui a été dit, moi je suis super d'accord avec Hans par rapport à ces leviers à supprimer, mais il y a quand même quelque chose qu'on peut encore prendre en compte, c'est vraiment essayer de mettre les talons un peu en place. Alors, la plupart vont me dire, ouais, mais les talons, il n'en a pas. C'est pas vrai, ils sont là, ils sont juste pas en place. Et je pense qu'on devrait pouvoir, sur ce cheval-là, apporter un parage un tout petit peu en deux temps. Alors, criez pas tout de suite, mais juste en deux temps pour essayer d'apporter une certaine position correcte dans l'angle du pied, mais aussi un emplacement correct des talons. Je vais m'expliquer rapidement. En fait, tout l'intérêt de savoir où est l'os dans le pied, c'est de savoir où finit la branche de cet os. Et puis, une fois qu'on a déterminé ce point-là, je vais le faire cet après-midi, je vais le marquer, on va vraiment faire le parage selon cette méthode-là. On sait exactement ensuite depuis où on doit commencer de parer vers l'avant, en sachant que chez lui, on a très peu de pieds, mais il y a quand même 1 ou 2 mm à prendre pour effectuer le parage de position. Et puis depuis ce même point de fin de branche de la troisième phalange, on peut essayer de reculer un tout petit peu les talons pour venir sur le point le plus large de la fourchette. Et là, tout de suite, on se rend compte qu'on va augmenter le volume de fer, sûrement mettre une taille de plus. Et puis surtout, on va améliorer automatiquement le placement par rapport au centre articulaire du fait
du parage de position qui va nous donner un angle un peu plus d'angle palmaire. Et forcément, ce trait du centre articulaire, il avance par le parage. Et puis, la correction des talons vous fait tout de suite un placement beaucoup plus central sous l'articulation. Et une fois qu'on a amené ça, on va positionner le ruling vraiment à l'apex de la troisième phalange. Et puis, on a déjà tout de suite un équilibrage du pied très simple. Même avec peu de pieds, on arrive à apporter vraiment une grande différence. Je ne parle pas de plaques, je ne parle pas de silicone, de rien du tout. Mais tout ce qu'on a discuté sur les couvertures, sur le placement, sur le ruling, c'est bien. Mais ça ne marche, à mon avis, pas si on n'a pas un pied qui est aussi en équilibre du côté latéral. Et puis, on se rend compte que avant, il avait un fer qui finissait ici. L'appui sur le talon est en lien direct avec le naviculaire. Donc le fait de chercher à reculer les talons et de chercher à prendre le poids sur une structure plus saine et plus porteuse décale automatiquement le point un peu de contact et forcément les douleurs occasionnées dans l'arrière du pied. Et puis, ça favorise aussi un tout petit peu le poser du pied quand le cheval marche. On a l'impression qu'il talonne un peu, qu'il fait talon-pince. Eh ben, il appréhendera le sol de manière beaucoup plus douce. Et puis, encore une chose, c'est la dernière. On se rend compte que quand on fait ça, qu'on recule un tout petit peu vers l'arrière l'endroit où le pied va être en charge, on se rend compte qu'automatiquement, le boulet redescend parce que les douleurs dans l'arrière du pied sont assez significatives d'un cheval qui va pousser un peu son boulet vers l'avant. Donc souvent, quand on a une brisure interphalangienne, ce n'est pas forcément parce qu'on a un angle négatif ou je ne sais quoi, mais c'est très souvent lié aux douleurs dans l'arrière du pied et dans les tissus mous, bourse naviculaire, enfin, toute cette région-là. Ok. Alors, on va clore là parce qu'on est raide à la bourre. Les objectifs sont remplis. On vous remercie vraiment parce qu'en fait, c'est bien de discuter. C'est pour ça que vous êtes là à les regarder et c'est pour ça qu'ils sont là. Donc vraiment merci. Donc qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va falloir qu'ils trouvent un compromis entre des éponges, pas des éponges et tout ça. Donc on va voir. Ils vont demander, donc une fois qu'ils vont être d'accord, ils ont 5 minutes pour être d'accord là, parce qu'il y a un moment il va falloir avancer un peu là. Et puis ils vont discuter donc avec notre équipe de forgerons et demain on vous présentera le truc sur lequel ils étaient d'accord et puis on vous montrera ce qu'ils ont réalisé. Voilà. Donc en tout cas merci, un grand bravo à notre équipe de Quatuor.